Le protagoniste commence déjà avec la pire des chances possibles. Une prophétie dit qu'il va anéantir le monde entier. À cause de ça, il est jeté et enfermé d'entrée de jeu dans une pièce mystérieuse, sans aucune chance de voir la lumière du jour. Mais c'est là que la situation s'inverse vraiment. Il éveille un système complètement chété de création d'avatars. Ne pouvant pas sortir, il commence à envoyer des dizaines de clones pour explorer le monde à sa place. Avec le temps, son niveau devient tellement surréaliste que littéralement tous ses avatars se transforment en boss finaux de ce monde. Au lieu de se soucier de survivre, d'essayer de s'enfuir ou de chercher à se venger, il envoie tout balader et décide d'utiliser son armée d'antagonistes pour dominer le monde une bonne fois pour toutes. Tout commence par une nuit sombre, dans un décor de destruction totale. Et au milieu de ce scénario apocalyptique, il n'y avait que la tristesse et la désolation. Au cœur de ce chaos, dans une chambre en ruine parsemée de victimes inanimées, un garçon est assis au milieu des décombres. Il commence alors à marcher dans les environs. Puis, il se demande ce qui lui arrive. Il se questionne pour savoir si c'est lui-même qui a causé toute cette destruction. En observant la ville en ruine, il se lamente et jure qu'il ne voulait pas que les choses se terminent ainsi. Désespéré, le jeune homme pleure sans comprendre pourquoi tout a fini de cette façon. Sur ce, il remarque quelque chose à son cou. Et juste après, une créature bizarre fait son apparition, ce qui réveille immédiatement le protagoniste, le tyran de ce cauchemar. Le garçon se réveille dans son lit en cherchant son souffle. Il touche son cou en sueur et se rend compte qu'il a encore fait le même mauvais rêve. Le système audio annonce que l'instructeur Ji Mingguan vient d'arriver pour l'interrogatoire. Le protagoniste regarde par-dessus son épaule, déjà tendu par cette visite inattendue. L'instructeur Ji Mingguan entre dans la cellule de confinement en demandant si le garçon est déjà réveillé. À l'intérieur, l'homme le prévient qu'ils ont l'habitude de neutraliser les menaces potentielles et que tout le monde ici n'est pas très patient. Il affirme que tout serait plus simple si le jeune comprenait le danger de son propre pouvoir et coopérait. Le protagoniste ne comprend absolument rien à cette histoire de capacité. Agacé, il demande pourquoi on l'a enlevé de l'orphelinat, vu que lui-même ne sait pas comment fonctionne sa force. Mingguan lui garantit que les évaluations ne se trompent jamais et que le garçon a la capacité de détruire le monde. S'asseyant sur une chaise, l'instructeur révèle qu'il a enquêté sur le passé du jeune à l'orphelinat. Il a découvert qu'il s'isolait souvent quand il était petit et qu'il s'enroulait dans du papier toilette pour faire le fantôme et effrayer les autres. En plus de ça, il s'infiltrait en cachette dans la salle informatique juste pour jouer. Avec un regard plus sérieux, l'homme demande si ces histoires farfelues sont vraiment vraies. Le protagoniste lui retourne la question, voulant savoir si l'instructeur veut vraiment entendre la réponse. Le garçon se lève et propose que, s'il le laisse sortir d'ici, il leur racontera tout ce qu'ils veulent. L'instructeur le fixe simplement dans un silence absolu. Peu après, l'homme explique que les tests désignent le garçon comme un expert capable d'altérer sa propre réalité. Le jeune est surpris quand Mingguan suggère que son pouvoir pourrait se manifester sous la forme d'un jeu vidéo. Tendu par la situation, le garçon accuse l'homme de n'être qu'un robot programmé qui parle sans s'arrêter. Mingguan soupire, remarque que le jeune n'a toujours rien compris et décide de mettre fin à la conversation. L'instructeur tourne les talons pour partir, mais le protagoniste lui demande d'attendre. Révolté, le garçon affirme qu'il connaît très bien sa situation, puisqu'il est enfermé dans cet endroit depuis un mois. Pressant sa main contre la vitre de la cellule, il exige de savoir quand il pourra enfin partir. L'homme le prévient que s'il est sage et coopère, il pourra peut-être sortir quand il sera grand. La porte de confinement se referme lourdement derrière l'instructeur. Avec un regard perçant, le jeune conclut que d'ici à ce qu'il ait l'âge de sortir, il sera déjà devenu un vieux fossile. Pris de colère, il jette tout le poids de son corps et donne un violent coup de poing dans la vitre. La vitre vole en des milliers d'éclats, tandis qu'une interface apparaît pour souhaiter la bienvenue aux joueurs. Le protagoniste perd l'équilibre et commence à chuter dans le vide. Tombant à travers un espace numérique sombre, il se demande où il a bien pu atterrir. En atterrissant sur une plateforme invisible, le garçon se souvient de la théorie de l'instructeur. Son pouvoir fonctionne comme un jeu. Il fait un pas ferme sur le sol quadrillé et lumineux, commençant à comprendre ce qui se passe. Enthousiaste, il observe les panneaux numériques flotter autour de lui pendant que le système lance le chargement. Le système virtuel termine de charger et passe directement à l'écran de création de personnages. Une fiche holographique surgit, offrant l'option de jouer en tant que Gu Venue, un étudiant avec des capacités restreintes. Le protagoniste analyse attentivement les détails du profil sur l'écran. Il fait défiler les fenêtres flottantes en vérifiant les différents choix disponibles. Juste après, apparaît le profil d'André, un aventurier axé sur la force brute. Le système affiche un manuel et lui demande de sélectionner l'une des identités pour faire ses débuts. Avec un sourire confiant,
Le garçon a déjà pris sa décision. Il sélectionne Gu Wenyu et le système lui demande de choisir entre la voix du héros, du vilain ou d'une figure neutre. Sans hésiter, il choisit la troisième option, axée sur un développement de personnage unique. Le système commence à générer l'existence du garçon dans le monde réel de manière naturelle et cohérente. Satisfait, le protagoniste se rend compte qu'il peut utiliser cette nouvelle vie pour enquêter sur l'organisation qu'il a enlevée. Il conclut qu'agir dans l'ombre, en tant que figure neutre, sera parfait pour rassembler des informations en secret. Quelques instants plus tard, il commence à se réveiller dans un autre endroit. À moitié endormi, il se voit affalé sur une table, surpris par la douce lumière du soleil qui frappe son visage. Il réalise qu'il est dans une salle de classe bruyante, avec des élèves célébrant l'arrivée des vacances d'été. Encore un peu étourdi, le jeune tente d'identifier l'environnement autour de lui. Le protagoniste ouvre alors la fenêtre et commence à regarder dehors. Le paysage révèle un immense complexe étudiant, extrêmement bien entretenu. Observant la ville baignée par le coucher du soleil, il a du mal à croire ce qu'il voit. Fasciné par la vue, le protagoniste célèbre mentalement le fait d'avoir enfin réussi à s'échapper. Sur ce, son meilleur ami Lee Kyung-ping apparaît par surprise et l'attrape par les épaules pour lui proposer de sortir. Soudain, le garçon fait un malaise pendant que le système lui injecte la mémoire de sa nouvelle identité. Une douleur aiguë frappe son esprit durant le transfert massif des données du personnage. Effrayé par cette réaction soudaine, Lee demande si son ami se sent mal. Le protagoniste respire un grand coup et se masse le front pour tenter de supporter la migraine du processus. Dissimulant la situation, il affiche un sourire et invente qu'il a juste mal à la tête pour avoir trop dormi. Il attrape rapidement son sac à dos et annonce qu'il a des affaires urgentes à régler. Sans donner trop d'explications, le garçon tourne les talons et s'éloigne à pas pressés dans le couloir du lycée. Laissé derrière, Lee crie d'un air confus, voulant savoir où son ami part avec autant d'empressement. Le protagoniste monte les escaliers en courant vers l'extérieur de l'école. Arrivé sur le toit, il ouvre la porte en grand et lâche son sac à dos par terre. Sentant la brise sur son visage, le garçon se réjouit d'être enfin dehors et que tout cela soit réel. Il reste fasciné en observant l'immensité de cet endroit. Posant le pied sur le bord du bâtiment, il confirme qu'il a vraiment utilisé son pouvoir pour retourner dans la ville de Lijin. En observant le paysage, le jeune se demande si cette création de personnage a forcé l'insertion de quelqu'un dans l'histoire du monde. Là, il réalise que le moindre changement peut causer un effet papillon immense, et trouve cette capacité tout simplement dingue, poussant un profond soupir pour essayer de se calmer. En regardant ses propres mains, il conclut que si on découvrait ça, son corps d'origine ne sortirait plus jamais de ce laboratoire. D'après les souvenirs téléchargés, la capacité de ce nouveau corps semble très particulière. Sans y réfléchir à deux fois, le garçon se jette en arrière du haut de l'immeuble. En tendant rapidement le bras, une énergie sombre commence à se former. Ses yeux brillent d'un rouge intense, en pleine chute libre. Une grande quantité de bandes, de confinement noir, explosent de son corps. Les bandes sombres le retiennent fermement en l'air, stoppant sa chute brutale. Il lance alors une autre de ces bandes obscures avec sa main et commence à se balancer à grande vitesse entre les immeubles de la ville. L'énergie s'accroche avec force au mur d'un bâtiment, propulsant le corps du garçon au-dessus des rues animées. En bas, quelques personnes s'arrêtent pour regarder cette étrange figure dans le ciel. Quelqu'un demande ce qui vient de voler au-dessus d'eux et un autre pense tout de suite à une soucoupe volante. En lâchant un rire excité, le protagoniste trouve cette nouvelle capacité excellente. Bien que le nom officiel soit « bande de confinement noir », pour lui, c'est pratiquement un mélange entre Spider-Man et Venom. Il continue de se projeter d'un côté à l'autre en utilisant ses pouvoirs avec une grande agilité, jusqu'à arriver enfin face à l'orphelinat de Lijin. Suspendu à sa propre énergie, il est en admiration de voir cet endroit pour de vrai, ce qui lui rappelle les heures passées dans le grenier à imaginer le monde extérieur sans jamais pouvoir faire un pas dans la rue. Le garçon reste silencieux un instant, absorbant le tout. Peu après, il atterrit dans un complexe résidentiel et constate qu'il est arrivé dans la maison de ce nouveau corps. D'après ce qu'il se rappelle, la famille a une structure simple, mais lui-même n'a zéro expérience de la vie avec des proches. Mais 5 ans en arrière, une tragédie a eu lieu et la mère, Su Yang, a perdu la vie à cause d'une organisation d'élite. Après de nombreux appels sans réponse, le père a baissé les bras et a quitté la maison sans laisser de traces. En s'avançant vers la porte, il trouve ça plutôt bien, car il n'aura à gérer que le grand frère et la petite sœur. Soudain, le garçon remarque un détail étrange. En tentant d'ouvrir la porte, il voit une icône flottante briller sur la poignée. Curieux, il touche l'engrenage avec son index. Immédiatement, un grand panneau du système surgit devant lui avec un son caractéristique. En lisant les options, il confirme que c'est le fameux menu du système. Le protagoniste remarque l'onglet des quêtes disponibles
Mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, la poignée de la porte tourne de l'intérieur. Une voix à l'intérieur appelle le petit frère et prévient qu'elle attendait depuis longtemps. Le garçon sursaute en voyant plusieurs fenêtres de quête apparaître d'un coup, lui ordonnant d'enquêter sur sa famille et ses amis. Le grand frère, Gu Qi, apparaît en tenant un couteau maculé de rouge, tandis que le système lui ordonne de découvrir ce qu'il cache. L'aîné signale que le protagoniste est arrivé tôt et lui dit d'entrer sans plus attendre. En pointant derrière lui, il l'informe que le dîner est déjà sur la table et qu'il faut manger tant que c'est chaud. Le protagoniste se crispe en fixant le couteau taché dans la main du gars. Méfiant face à l'état de son frère, il lui demande s'il est bien sûr qu'il était juste en train de cuisiner. En arrivant dans la salle à manger, il est surpris par l'abondance du repas. Derrière lui, le jeune homme lui demande pourquoi la petite sœur n'est pas rentrée de l'école avec lui. Déjà en train de manger, le jeune ment en disant qu'elle va dormir chez une amie et se dit qu'il n'a aucune idée de ce que la fille cache. En terminant son assiette, il annonce qu'il est épuisé et qu'il va dans sa chambre pour se reposer un peu. Dès qu'il se lève, une notification du système l'informe que l'arbre de compétences a été chargé. Le garçon s'arrête de marcher et commence à analyser la progression du développement de son personnage. Assis à son bureau dans sa chambre, il lit les détails sur les branches de furtivité, de malice et des sens liés aux bandes. Comme il a besoin de compétences pour enquêter sans se faire repérer, il conclut que le meilleur choix est d'investir dans les sens aiguisés. Pendant ce temps, un journal télévisé de fin de soirée très urgent commence à passer sur la télévision d'à côté. Le reportage informe qu'un criminel a récemment été arrêté par le héros de l'association des experts au centre-ville. Le garçon prête une grande attention à ces informations concernant des individus surpuissants. Il comprend que les experts sont des figures travaillant officiellement pour l'organisation locale afin de combattre les menaces. En voyant l'image du héros à l'écran, le jeune se demande si c'est cette même organisation qui fait des expériences sur son vrai corps. Décidé à agir, il pose sa main sur le bureau, affirmant qu'il n'a pas de temps à perdre. Le garçon dépense un point de compétence et débloque avec succès la branche d'essence de son énergie obscure. En créant un grand œil flottant à travers les bandes, il parvient à cartographier tous les détails de la chambre dans son esprit. Le protagoniste s'enthousiasme de pouvoir voir n'importe quel endroit par la simple pensée. Dans un espace virtuel, le système lui signale qu'il a obtenu un point de fission en récompense de quête. En lisant la description, le jeune découvre qu'il peut utiliser ces points pour créer de nouveaux personnages dans le monde réel. Il imagine une armée de figures différentes et prévoit de contrôler de multiples personnages simultanément à l'avenir. Soudain, le garçon entend le son d'une radio communiquant les coordonnées d'une mission impliquant le héros de la télé. L'audio provient directement de la chambre de son grand frère, au bout du couloir. En observant son proche assis devant l'ordinateur, le protagoniste est perplexe de voir qu'une autre situation est déjà en train de se produire. Il se trouve que Gu Qi est blessé et supplie pour une pause à la radio, affirmant qu'il vient de se battre et a besoin de soigner ses blessures. La voix à la radio refuse la demande, expliquant qu'il y a trop d'ennemis et qu'un antagoniste menace d'éliminer les otages s'ils ne se pointent pas. N'ayant pas vraiment le choix, le jeune homme met un masque sur son visage en se lamentant que cette nuit ne semble jamais finir. Une grande vague d'énergie commence à parcourir son corps, transformant ses vêtements. Et dans une explosion d'éclairs, le grand frère prend la forme complète du fameux héros de la télévision, prêt pour un nouveau combat. Le protagoniste observe la scène, émerveillé, et constate que son frère est bel et bien le héros des infos. À la radio, la voix le prévient qu'il vaut mieux se dépêcher, car les ennemis sont sur le point d'exécuter le premier otage, ce qui ruinerait leur image. Déjà en armure complète, le jeune homme garantit qu'il a compris la situation. La voix lui demande de faire de son mieux pour protéger les civils jusqu'à l'arrivée de l'équipe sur place. Sur ce, Blue Arc saute par la fenêtre et fonce à une vitesse impressionnante, entouré d'éclairs bleus. Le garçon trouve cette agilité incroyable, réalisant que la réputation de son frère n'est pas volée, même en étant blessé. Mais une fenêtre du système met à jour la quête, lui ordonnant de créer un partenariat au sein de l'association pour étendre son réseau. En lisant ça, le jeune se plaint que le jeu le force à se chourer en plein milieu de l'embrouille. Pendant ce temps, sur la place centrale de la ville, la police encercle les lieux en espérant que le héros arrive à temps. Tout en haut, les victimes tremblent de peur, serrées les unes contre les autres. Des mercenaires, lourdement armés, surveillent le périmètre dans la structure détruite. Le vilain Greenwing perd patience et crie en demandant combien de temps encore le héros va se cacher. Il lance alors un compte à rebours, menaçant d'éliminer la cible dans 10 secondes. Volant autour des lieux, le criminel continue de faire descendre les chiffres, s'approchant de la fin. C'est là que le héros bleuté fonce à toute allure à travers les immeubles, juste au moment où le compte à rebours arrive à 2. La créature verdâtre se moque de l'arrivée du héros, le qualifiant d'enfant gâté de la ville.
Gardant sa posture, le nouvel arrivant lui dit de passer les clichés et exige de savoir ce qu'il veut vraiment. En pointant les civils, le monstre propose de libérer tout le monde si le héros se rend et part avec lui sur le champ. Le jeune homme rejette l'offre, affirmant qu'il serait bien mieux de sauver les gens et de neutraliser le vilain par la même occasion. Cependant, l'ennemi l'avertit qu'un complice caché dans la foule a un détonateur prêt à faire exploser les bombes sur les otages. Il le provoque en lui demandant si le héros veut tenter sa chance, puisque quelques pertes humaines seraient un petit prix à payer. Le jeune homme se lamente intérieurement, car s'il n'était pas blessé, il pourrait désamorcer les explosifs à temps. Soudain, l'une des otages supplie son sauveur de ne surtout pas se rendre. L'antagoniste est furieux de cette interruption et ordonne à la femme de la fermer. La pauvre civile panique totalement face à ce cri intimidant. À bout de patience, le monstre décide d'en finir et crie à son complice d'appuyer sur le bouton. Bluark tend le bras, désespéré, en lui demandant d'attendre. Mais l'un des mercenaires est confus à l'arrière, se demandant pourquoi le tireur n'a pas obéi à l'ordre. L'arme de l'homme de main tombe simplement au sol dans un bruit métallique. Le tireur finit par être soulevé dans les airs par une énergie sombre, sans rien comprendre à ce qui se passe. Le chef criminel est sous le choc de voir son plan échouer. Plusieurs tentacules obscurs attrapent les hommes de main par le cou, les soulevant du sol alors qu'ils hurlent. L'otage tourne le visage, effrayé par cette scène bizarre. À cet instant, le protagoniste surgit, tombant du ciel enveloppé par ses bandes de confinement. Il atterrit avec style, lançant un regard confiant par-dessus le col de son manteau. Le système affiche une notification, se demandant si le grand héros réussira à vaincre le bandit. En observant l'énergie sombre, le grand frère déduit rapidement que le nouveau venu ne fait pas partie du gang ennemi. Le monstre ailé exige que le garçon dégage de là, menaçant de tout faire exploser tout en remarquant qu'il est un intrus. Totalement debout, le protagoniste attire l'attention du vilain qui exige de savoir qui il est. Ignorant la question, le jeune ouvre un livre concentré sur sa quête de lier des amitiés avec les surhumains locaux. Le criminel se remet à hurler en lui ordonnant de dégager, jurant que l'explosion détruira la moitié de la place s'il n'obéit pas. En lisant le manuel de sociabilisation, le garçon apprend que la première étape est d'agir comme l'autre personne pour créer de l'empathie. Gardant cela en tête, il fait un geste décontracté et met l'ennemi au défi de faire exploser les bombes s'il en a le courage. Il ferme le livre d'un coup sec, affirmant que le monstre n'est pas idiot à ce point. En fixant froidement sa cible, le jeune explique que sans les otages, ils perdent leur monnaie d'échange, ce qui ruinerait le plan. Le monstre verdâtre serre les dents, tremblant de haine pure. Retournant à sa lecture, le garçon dit que la deuxième étape est de faire plaisir à la personne et demande s'il veut qu'il relâche ses hommes. D'un claquement de doigts, le jeune accède à la requête dans la seconde. Mais au lieu de les relâcher, les bandes sombres serrent brutalement le cou de l'un des hommes. Le mercenaire pousse un cri agonisant, tandis que sa tête est détachée de force de son corps. Le vilain reste totalement pétrifié face à cette scène macabre. Une flaque pourpre jaillit, formant un pilier grotesque. Gardant son calme, le protagoniste demande avec cynisme s'il n'a pas fait exactement ce qui était demandé. Il soulève la tête tombée de l'homme de main, se demandant pourquoi le monstre ne se réjouit pas de ce cadeau. Le corps inanimé du tireur s'effondre au sol, tachant davantage le béton. Le héros bleuté assiste à la scène chaotique, complètement perplexe face à une telle brutalité. Pointant du doigt, le criminel dévisage le jeune, débordant de fureur. Le garçon capte l'ambiance lourde et se dit qu'il a peut-être un peu dépassé les bornes dans son interaction. Il jette simplement la tête au loin, décidant qu'il vaut mieux essayer de se lier d'amitié avec quelqu'un du côté de la justice. Suivant son commandement, les tentacules sombres lâchent les victimes et reculent rapidement. La femme secourue reste au sol, totalement paralysée par le traumatisme de ce qu'elle vient de voir. Les bandes obscures commencent à rassembler les autres têtes tombées éparpillées sur le béton. Le jeune affirme qu'il rend juste la monnaie de sa pièce, assurant que cela fait de lui un véritable allié de la justice. Ne supportant plus la pression, la civile serre son ami dans ses bras et pousse un hurlement de désespoir. Le protagoniste est surpris par la réaction, tandis que le système l'avertit que ces méthodes cruelles peuvent déclencher un état de fureur. Se grattant la tête, il trouve ça très difficile de gérer les gens et envisage de recoller les membres sur les corps pour arranger les choses. Son énergie sombre soulève immédiatement les corps défaits dans les airs. Satisfait, il pense que le problème est maintenant réglé, puisqu'il a tout remis à sa place d'origine. Mais la femme continue de trembler, incapable de détourner le regard de ce spectacle d'horreur. Le garçon remarque sa peur en silence, avec l'alerte indiquant que la déviation de possession a atteint 40%. Il tente de calmer la jeune femme en inventant que ce tour macabre n'était qu'une illusion visuelle et que tout le monde va bien. Pour prouver ses dires,
Il utilise ses pouvoirs pour forcer l'un des corps à se tourner de face. La tête inanimée glisse le long du cou de façon absurde, juste devant les victimes. Des larmes coulent sur le visage de la civile qui perd complètement la raison face à cette scène effroyable. Le jeune se frappe le visage de frustration face aux clés, tandis que le système indique que la limite a dépassé les 42%. Se grattant la nuque, Gu Wenyu se plaint que sociabiliser est un vrai casse-tête et qualifie l'incident de simple petit accident. En levant la main, il promet que cette fois, ça va marcher. Mais Blue Ark s'interpose en criant d'arrêter et exige de savoir qui diable est ce gamin. Sans se démonter, le jeune l'informe qu'il n'est qu'une figure neutre, sans désir d'être un héros ou un vilain, et qu'il ne veut pas être catalogué. Enveloppé par ses bandes, le protagoniste assure qu'ils deviendront quand même de grands amis à l'avenir. Le héros accuse le nouveau venu d'avoir éliminé tout le gang. Tournant le dos, le garçon réplique en demandant si le partenaire serait plus heureux si les otages y étaient passés. Alors que le chevalier bleu affirme qu'ôter une vie est un crime, Wenyu trouve ce discours très cliché, dicté par la pression des caméras. Décidé à changer d'atmosphère, il crée une faille sombre et invite son frère à une conversation en privé. En montrant le portail, le jeune demande à entendre les véritables pensées du héros. Sur ce, il se laisse tomber en arrière dans le vide noir, disparaissant de la vue de l'autre. Sans hésiter, le combattant en armure fonce avec ses éclairs bleus et plonge juste derrière lui. Surgissant sur un toit lointain, le garçon demande si le héros est prêt à lui faire face. Il atterrit en douceur sur le bord de l'immeuble. Se retournant avec style, le protagoniste prévient qu'au bout du compte, le choix lui appartient totalement. Sortant par le portail sombre, le héros bleuté marche sur le toit. Il observe en silence les restes de l'énergie noire dans le creux de sa main. En quelques secondes, le résidu obscur se dissipe complètement dans les airs. D'en bas, le monstre ailé hurle de rage d'être ignoré depuis le début. Le justicier en armure lui conseille de se rendre, révélant que son équipe a déjà neutralisé les tireurs sur les immeubles voisins. Remarquant le choc du criminel, il confirme que la zone est encerclée et qu'il n'y a plus d'issue. Mais le monstre tente de garder la face en affirmant qu'il a encore les otages. En regardant une femme attachée dans les escaliers, le bandit souligne son avantage. Le héros remet en question le mot « otage » et dit à l'ennemi de regarder de plus près. Plissant les yeux, le vilain lâche un juron de frustration en réalisant qu'il s'est fait avoir. Une minute plus tard, des flashs d'éclairs déchirent la nuit à travers la ville. Blue Ark court à grande vitesse sur les toits en laissant une traînée électrique. Il atterrit dans une ruelle sombre en ordonnant au garçon de se montrer. Suspendu dans l'ombre, Gu Wenyu commente qu'il savait déjà qu'il serait suivi. Pendu la tête en bas par ses tentacules obscurs, il salue son grand frère. Méfiant quant aux intentions du novice, le héros exige de connaître son historique. Atterrissant au sol, Wenyu répond qu'il n'a pas encore de nom de code, mais il sait que l'opinion publique adore donner des titres à ceux qu'ils craignent. Utilisant ses tentacules, le garçon soulève un vieux journal et demande si son frère n'est pas curieux de lire ça. Le gros titre raconte l'histoire tragique d'il y a 5 ans, où une mère a perdu la vie par erreur à cause de l'association des experts et où le coupable a été couvert. Fixant son aîné d'un air sérieux, le protagoniste l'appelle par son vrai nom, Gu Ki. Révélant qu'il connaît le visage sous le casque, il souligne que le jeune homme n'avait que 13 ans quand l'incident a eu lieu. Marchant de côté, le jeune raconte comment leur mère a été soufflée par une explosion et affirme compatir avec cette enfance sans affection, comprenant sa haine envers les héros. Très vite, il en déduit que c'est la véritable raison pour laquelle l'aîné est devenu un expert, cherchant l'approbation des hauts placés. Tout ça pour réussir à s'infiltrer dans l'organisation et trouver celui qui a écrasé la vie de sa mère de sang-froid. Serrant les poings, Blue Ark tente de faire diversion en qualifiant tout cela de pure absurdité. Ignorant le déni, le garçon propose une alliance où il aidera le héros à intégrer l'équipe secrète et à trouver le coupable. Enveloppé de son aura noire, il promet qu'ensemble, ils lanceront une vengeance spectaculaire contre le bourreau. En échange, le protagoniste ne demande qu'une petite faveur qu'il juge sans importance. Le justicier en armure s'enquiert de ce qu'il veut. De dos, Wenyu prévient qu'il vaut mieux garder ça secret pour ne pas causer de désastre, demandant juste à son partenaire de veiller sur lui en ville. Interrompant les adieux, le héros dit au garçon d'attendre et demande comment il a découvert sa véritable identité. Affichant une grande confiance, le novice prévient que l'explication est très simple. En pointant son propre œil, il invente qu'il a le pouvoir de voir les traits de n'importe qui derrière les masques. Agacé par ce cynisme, l'aîné allume ses éclairs en qualifiant cela de n'importe quoi. Il passe à l'attaque en demandant si le vous pensait vraiment s'en tirer à si bon compte. Les bandes obscures entrent en collision avec l'énergie bleue, générant un impact énorme. Une puissante décharge électrique frappe le béton avec violence. S'échappant par les airs,
Wenyu prévient que son frère devrait arrêter d'être têtu et se concentrer sur le soin de ses graves blessures au cou. Entrant dans un portail sombre, le garçon fait ses adieux d'un ton moqueur. Seules des étincelles bleues subsistent sur place après sa chute. Seul dans la ruelle, Blue Ark respire un grand coup, ressentant le poids du combat. Du rouge commence à couler de son gantelet à cause de l'effort extrême. Quelque temps plus tard, une pluie battante s'abat sur le complexe résidentiel de la famille. Posant le pied sur le rebord de la fenêtre, le protagoniste retourne dans sa chambre. Il observe la rue sombre, en se demandant si son frère va continuer à faire des missions même en étant complètement brisé. Immédiatement, le système lui signale que la quête visant à créer une relation de coopération avec le héros est toujours incomplète. En retirant sa veste, Wenyu reconnaît que gagner la confiance de Gu Qiye d'emblée serait presque impossible. D'un autre côté, il se console d'avoir accompli l'objectif d'enquêter sur le secret de son frère, empochant ainsi ses récompenses. Assis sur son lit, le garçon spécule pour savoir si les médias vont le surnommer le monstre ou le maniaque, regrettant de ne pas avoir inventé un nom sur la place. Ensuite, il ouvre l'onglet de son personnage pour dépenser la récompense acquise. En observant les améliorations de force brute, le jeune commente à quel point tout ça ressemble vraiment à un jeu en ligne. Les options suivantes offrent des améliorations en réflexe rapide ou en puissance mentale. En évaluant les scénarios de combat, le protagoniste conclut qu'investir dans la vitesse est le meilleur choix pour éviter d'être éliminé d'un seul coup. Le système affiche le point d'attribut, prêt à être dépensé dans l'un des 3 piliers. Sans tergiverser, il confirme sa décision en plaçant le point dans l'agilité. Juste après, son doigt touche l'écran du menu, ouvrant le grand arbre de compétences. Le garçon fixe la vaste mer de données flottantes autour de lui. En zoomant sur les chemins exclusifs des bandes de confinement, il analyse les branches de la furtivité et de la brutalité. Restant concentré sur les descriptions, le jeune réfléchit aux prochaines étapes de son évolution. En invoquant son énergie, il découvre qu'un pouvoir fonctionne comme un détecteur de mensonges, tandis que l'observation copie les données de l'ennemi par le toucher. En analysant l'extension des bandes, le protagoniste conclut que la branche de la fureur ne sert qu'à améliorer la puissance de combat brut. Là, il réalise que le plus urgent n'est pas de devenir plus fort, mais bien de s'assurer des moyens de protéger sa propre vie et de traquer des pistes. Le système confirme la consommation d'un point de compétence, libérant l'observation des bandes et déverrouillant le niveau suivant. Avec la nouvelle technique de restriction apprise, le garçon gagne la capacité de supprimer les pouvoirs ennemis pendant une courte période. Il trouve la compétence extrêmement utile, mais se demande s'il doit ligoter la cible entièrement ou si un simple nœud à la jambe suffit. Plein d'idées, le jeune décide qu'il va bientôt chercher un cobaye malchanceux pour tester toutes les règles de cette nouvelle magie. Sans perdre de temps, son doigt touche l'interface pour tenter de créer un nouvel avatar. Mais une alerte sonore bloque l'action, l'informant que la fission est incomplète, car il manque 2 points. Frustré, il comprend qu'il aura besoin de ses scores supplémentaires pour invoquer quelqu'un à l'orphelinat et avoir un corps de rechange en cas d'accident. De retour dans le monde réel, des étincelles bleues commencent soudainement à crépiter à travers la cellule, alors qu'il est toujours assis sur son lit. Le garçon se retourne vivement, en état d'alerte. La poignée de la porte tourne, accompagnée de fortes décharges électriques. Lentement, la porte s'ouvre, révélant la silhouette de quelqu'un entrant dans la chambre sombre. Les yeux fixés sur l'entrée, le captif suit chaque mouvement dans un silence absolu. Soupirant de soulagement, il se rallonge, pensant qu'il était juste paranoïaque pour rien. Les haut-parleurs résonnent dans la cellule, annonçant l'arrivée de l'interrogateur pour la session du prisonnier 1002. Le nouvel arrivant tire une chaise en demandant si le garçon souhaite connaître les nouvelles concernant les experts à l'extérieur. Debout au milieu de la pièce, l'homme se présente formellement comme l'instructeur Jimingguan. Le jeune se contente de marmonner sans se lever du lit dans l'immédiat. Se grattant la tête, il finit par s'asseoir et souhaite une bonne soirée aux visiteurs d'un air endormi. Ravi de la bonne disposition du prisonnier, l'interrogateur s'installe sur la chaise pour engager la conversation. Avec un regard fixe et menaçant, il demande comment le gamin sait qu'il fait nuit dehors. Sans se laisser intimider, le protagoniste rétorque en rappelant que l'homme vient toujours à cette heure-là uniquement pour gâcher son sommeil. En levant les mains, l'instructeur s'excuse pour le dérangement, précisant qu'en fait, il n'est venu poser qu'une seule question. Il sort une photographie de sa poche et montre l'image floue de l'avatar agissant en ville. Le captif essaie de garder contenance, alors qu'il écoute l'accusation directe selon laquelle il serait la personne sur la photo. En observant le cliché où l'on distingue à peine le visage, le jeune fait semblant de ne pas comprendre cette comparaison absurde. Gêné, il demande s'il ressemble vraiment à ce type bizarre et veut connaître le nom de ce criminel. Le scientifique révèle qu'après beaucoup de débats en externe, ils ont décidé de surnommer la créature sombre d'une façon très particulière.
L'homme ajuste ses lunettes en affirmant que le titre choisi est Chrysalide noire, soulignant qu'il a pensé au garçon dès qu'il a vu l'image. Avec des gestes agacés, le jeune se plaint que l'instructeur aurait pu simplement le traiter de moche directement au lieu de faire autant d'attaques personnelles. Ignorant le drame, l'homme se tourne et lui rappelle que par le passé, le garçon avait l'habitude de s'enrouler entièrement de papier toilette à l'orphelinat. Le jeune homme argumente que ce n'était que des bêtises d'enfant, assurant que le dernier mois passé enfermé aurait dû prouver sa normalité. Avec une expression sombre, le scientifique coupe court aux explications en affirmant avoir une raison très claire de le garder ici. L'atmosphère s'alourdit lorsqu'il révèle qu'une certaine personne a fait une prophétie bien spécifique sur le prisonnier. La prédiction funeste a déclaré que ce simple orphelin serait le grand responsable qui allait anéantir le monde dans le futur. Prenant le tout à la rigolade, le garçon éclate de rire en demandant si le prophète regarde trop de films hollywoodiens. Toujours avec un sourire énigmatique, l'interrogateur hausse simplement les épaules face aux moqueries. Irrité par ces commérages, le captif exige de savoir qui répand ces rumeurs et réclame une confrontation en face à face. Le visiteur refuse immédiatement la demande, clarifiant qu'amener la source jusqu'ici est une tâche impossible. Curieux, le jeune demande si le type habite dans l'espace sidéral et s'entend répondre que l'organisation ne connaît même pas son identité. Malgré cela, l'homme garantit que cet informateur a prédit des désastres mondiaux avec une précision absurde, bien qu'il évite toujours les contacts directs. En observant la posture sérieuse du scientifique, le garçon est stupéfait de réaliser que l'histoire de la fin du monde n'était pas un mensonge. Avant de partir, l'instructeur prévient nonchalamment qu'une vieille connaissance nommée Kong Yuling entrera dans la pièce d'ici 5 minutes. La nouvelle prend le protagoniste par surprise, le faisant se recroqueviller sur son lit, totalement sous le choc. En sortant par la lourde porte métallique, le scientifique assure qu'il les laissera seuls pour discuter sans inquiétude. De nouveau seul, le jeune soupire en se rappelant que cela fait très longtemps qu'il n'a pas vu la fille. Une lumière bleutée envahit la chambre, tandis que la structure holographique de l'entrée s'ouvre encore une fois. Une fille aux cheveux blancs entre lentement par le passage illuminé. Elle s'arrête au milieu de cet environnement stérile, fixant son vieil ami d'enfance. Immédiatement, les souvenirs du passé commencent à envahir l'esprit du protagoniste. Dans ses pensées, il se rappelle que la première fois qu'ils se sont croisés, c'était il y a environ 3 ans. À l'époque, les rumeurs à l'orphelinat disaient que la nouvelle venue toute pâle était sourde et muette. Comme les infirmières avaient obligé tous les enfants à apprendre la langue des signes à cause d'elle, la fillette se promenait avec un carnet et était traitée comme un phénomène de foire. Cependant, il a vite compris que l'orpheline utilisait cet objet justement pour éviter que les autres ne fassent des efforts pour elle. Contrairement aux autres enfants cruels, le garçon voyait la situation d'un autre œil. Étant un enfant rebelle qui n'avait pas peur de causer des ennuis, il adorait courir dans la cour en étant suivi par elle. Le jeune se sentait très bien en compagnie de son amie car il voyait en elle une étrangère qui correspondait parfaitement à sa propre façon d'être. Jusqu'au soir où, assis sur le toit sous la lumière de la lune, il a raconté comment ses parents l'avaient enfermé dans un placard en promettant de revenir. Allongé sous les étoiles, il a avoué à quel point il avait été stupide de croire à ce mensonge et d'attendre que sa famille vienne le sauver. Pendant cette conversation nocturne, il a expliqué qu'avec le temps, il avait grandi et n'avait plus besoin de cette quête inutile. En regardant son ami aux cheveux blancs, le garçon a avoué qu'à ses côtés, il n'avait pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, promettant de rester avec elle pour toujours. L'orpheline a serré son carnet contre sa poitrine, totalement bouleversée par cette déclaration. Des larmes sincères ont commencé à couler sur son visage pâle. Pris au dépourvu par ses pleurs soudains, le jeune homme s'est retourné sans comprendre ce qu'il avait fait de mal. En réponse, elle a rapidement levé les pages du carnet pour demander si elle pouvait vraiment lui faire confiance. Ce moment a profondément marqué le protagoniste, étant la première fois qu'il ressentait le poids d'être nécessaire à quelqu'un. Avec un doux sourire aux lèvres, il a accepté ce sentiment à cœur ouvert. Les souvenirs de la ville lointaine font écho à la promesse qu'il la protégerait toujours, par peur d'être à nouveau abandonné. Cette même nuit, tenant fermement le carnet, il a juré qu'il ne la laisserait jamais derrière lui, quelles que soient les circonstances. De retour dans le sombre présent de la cellule, le captif tient la jeune fille par les bras, émerveillé qu'elle soit là pour de vrai. Débordant de soulagement, il la remercie de la voir saine et sauve après tant de temps passé séparés. Tenant la main de son ami, elle le fixe avec un regard chargé de tristesse et d'hésitation. Soudain, le collier technologique au cou du garçon commence à émettre de fortes étincelles bleues. Avant de pouvoir terminer sa phrase, le protagoniste reçoit une décharge électrique dévastatrice qui le fait hurler de pure agonie. Incapable de supporter la douleur intense du voltage, le protagoniste pousse un cri assourdissant pendant que le courant électrique punit son corps. Le haut-parleur prévient aussitôt que tout contact physique est strictement interdit,
menaçant de continuer les chocs jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Désespéré en voyant cette scène terrible, Kong Yuling lâche un cri de terreur rempli d'affliction. En levant une main tremblante, le protagoniste tente de la calmer en l'informant que la douleur ne va pas le faire disparaître, car il s'est déjà habitué au test précédent. Haletant sur le sol froid, il demande si les scientifiques lui ont demandé d'essayer de l'interroger avant de l'autoriser à visiter la cellule. La jeune fille confirme ses soupçons en écrivant sur son carnet qu'on lui a dit de demander quelle était la véritable capacité du garçon. Il réalise aussitôt la naïveté de son ami, notant que l'instructeur ne révélerait jamais ses véritables intentions de manière aussi stupide et directe. Pour dissimuler son plan, le captif affirme à haute voix qu'il ne possède aucun pouvoir, pensant que ce mensonge est leur seule chance de s'échapper d'ici tous les deux. Sans remettre la réponse en question, la jeune fille platine gribouille simplement sur le papier qu'elle comprend la situation. Elle baisse son bloc-notes en conservant une expression mélancolique et totalement silencieuse. Ensuite, l'orpheline tourne la page pour révéler un court message avouant qu'il lui a beaucoup manqué pendant tout ce temps. En lisant ces mots sincères, un vrai sourire brise enfin l'expression sérieuse du garçon. Mais les retrouvailles sont de courte durée, car le système annonce la fin du temps imparti et les gardes l'escortent hors du couloir de confinement. Observant la scène à travers la vitre, Ji Mingguan promet de nouvelles visites si le prisonnier se comporte bien, jurant qu'ils n'ont fait de mal à la petite fille à aucun moment. Avec un regard sombre et révolté, le protagoniste ironise sur la fausse compassion de l'organisation qui se vante d'emprisonner une enfant de 11 ans. Confortablement installé sur sa chaise, l'instructeur avoue qu'il oublie presque que le garçon n'a que 12 ans, vu que son esprit est incroyablement froid et calculateur. Ignorant la provocation de l'adulte, le captif demande la permission de poser une dernière question avant la fin de l'interrogatoire. Il demande pourquoi il est encore en vie si la prophétie a prévu la fin du monde, défiant la direction sur le risque de voir ses pouvoirs devenir hors de contrôle. Le visage masqué par l'ombre, Ji Mingguan demande si le jeune est vraiment prêt à entendre les secrets obscurs du laboratoire. Sans hésiter une seule seconde, le prisonnier exige que les explications soient données immédiatement. L'homme explique que les experts aux portes de la mort ont tendance à libérer des pouvoirs destructeurs, cette peur étant la seule raison pour laquelle ils essaient de le contrôler au lieu de l'exécuter. S'allongeant sur son lit d'un air moqueur, le garçon trouve cette révélation hilarante, affirmant qu'il pourra désormais dormir tranquille en sachant que sa vie a de la valeur. Le scientifique lâche simplement un soupir la face à l'audace implacable du gamin enfermé. Tournant le dos à la vitre, le visiteur clôt le sujet sèchement et conseille au prisonnier de se coucher tôt. Seul dans sa cellule isolée, le protagoniste ferme les yeux pour accéder à son système mystérieux. La scène passe ensuite à la nuit paisible du quartier de Guillemets, situé dans la gigantesque ville de Lijian. Le système virtuel bip, confirmant que la conscience a été téléchargée avec succès dans le corps de l'avatar numéro 1. En ouvrant les yeux sur le monde extérieur, Gu Wenyu entend la notification l'informant que sa renommée dans la ville a rapporté de précieuses récompenses. Debout sur le toit, pendant que les bandes sombres flottent autour de lui, le jeune lit que son titre officiel est désormais chrysaline noir. Trouvant cette situation cocasse, il commente à quel point il est intéressant de voir à quelle vitesse les autorités ont inventé un nom de méchant pour lui. Se concentrant sur le véritable objectif, l'avatar élabore le plan pour localiser le laboratoire afin de secourir son corps d'origine et son ami d'enfance le plus rapidement possible. En observant l'aube se lever sur la métropole, le jeune détermine qu'il devra recourir à la violence si son sauvetage furtif venait à échouer. L'image du doux sourire de son ami d'enfance envahit rapidement son esprit inquiet. Avec son œil rouge brillant dans l'ombre, il promet de détruire tous les membres de cette corporation s'ils osent poser un doigt sur elle. Soudain, le bruit métallique de la poignée de la chambre qui tourne coupe le fil de ses pensées. Surpris par cette intrusion sournoise, il constate que quelqu'un de la famille vient de rentrer à la maison de façon inattendue. La silhouette obscure d'une fille tenant une raquette de tennis entre furtivement dans la pièce sans allumer la lumière. Profitant de l'obscurité ambiante, l'avatar plonge désespérément vers le lit pour ne pas se faire prendre la main dans le sac. Caché sous les draps de façon improvisée, Wenyu soupire de soulagement, pensant que ses réflexes ont été assez rapides. Mais les pas étouffés des pantoufles en forme de lapin continuent d'avancer directement vers le bord de son matelas. Sans crier gare, la fille lève sa raquette et attaque le lit, poussant le jeune homme à hurler le nom de sa sœur, Suzume, en état de choc total. À cet instant, le système holographique active une quête principale, l'obligeant à enquêter sur le dangereux secret que cache la jeune fille.